Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct du Salon de l'Agriculture, en plein cœur de ce Salon de l'Agriculture pour l'émission Conversation avec la MSA, une émission qui met en valeur, vous le savez, une personnalité du monde social ou de l'agriculture pour parler de son actualité. Et tout de suite, je vous propose de retrouver Jean-François Frutéro. Bonjour Jean-François Frutéro. Bonjour. Président de la MSA, vous allez bien? Ça va bien. Bon, je suis ravie de démarrer cette semaine à vos côtés. Et nous démarrons cette semaine également avec une association qui a des liens forts avec la MSA. Dites-nous en plus. Oui, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Guylaine de Brohan, qui est présidente de Famille Rurale. C'est un réel plaisir de vous accueillir, un partenaire essentiel de l'institution MSA. Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Je vous propose de rejoindre notre invité. On en parle. Bonjour Guylaine Brohan. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors on est ravis vraiment de démarrer cette semaine en direct du Salon d'Agriculture à vos côtés. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter Famille Rurale? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Alors, Famille Rurale, c'est environ 127 000 familles sur toute la France. Un réseau de 1800 associations locales. Et notre force, ce sont bien ces associations locales dans les territoires, avec 25 000 bénévoles et 17 000 salariés. Alors, ce sont des familles qui prennent de leur temps, de leur énergie pour créer des activités pour les familles du milieu rural. Donc, ça va de la petite enfance avec des crèches, avec des centres de loisirs, des accueils jeunes, des activités de loisirs et pour les aînés. En fait, c'est pour tous les âges. Donc, ces familles-là donnent de leur temps, solidarité, entraide pour les autres habitants de la commune. Et notre troisième valeur, c'est quand même la participation, parce que ça permet, dans le milieu rural, avec monsieur le maire de la commune ou monsieur le président de la communauté de communes, de travailler, d'être des citoyens engagés au service des habitants. Alors, du lien, de la solidarité, il existe beaucoup de liens entre la MSA et Famille Rurale, Jean-François Frutéro. Oui, il existe beaucoup de liens et Guylaine Brohan vient de le rappeler. Nous portons déjà des élus en commun. Je pense que c'est important de commencer par là. Nous avons au sein du conseil d'administration de la Caisse centrale une élue administratrice, Nathalie Chauchard, qui effectivement vient du réseau Famille Rurale dans son département de l'Aveyron. Donc voilà, le lien est déjà humain et très incarné à la MSA. Et nous portons, au titre de la convention qui nous lie, un certain nombre de sujets. Nous portons un certain nombre d'ambitions communes depuis de nombreuses années, voilà, sur des chemins finalement relativement proches les uns des autres, parce que nous portons finalement l'ambition des territoires ruraux sur un certain nombre de sujets. Vous l'avez dit, la petite enfance, la mobilité, l'accueil des jeunes, voilà, donc tout ce qui fait finalement l'accompagnement du tissu rural. Guylaine Brohan, Famille Rurale, ce sont aussi proches de la MSA, j'imagine? Oui, en fait, c'est un partenaire historique. Famille Rurale a 80 ans. Je ne sais pas, la MSA était peut-être un petit peu avant. C'est ça. C'est à peu près, voilà. 80 ans, c'est 80 ans, les 80 ans de la sécurité sociale. Eh ben voilà. La MSA est née dans le prolongement finalement. Et très vite, en fait, il y a eu des liens dans les territoires. Et nous, par exemple, dans les fédérations départementales Famille Rurale, pratiquement 80% des salariés sont à la MSA. Donc c'est vraiment une histoire commune depuis un petit moment. Et ce que je voulais aussi insister, c'est par rapport aux jeunes. C'est vrai que tout à l'heure, vous parliez de la convention qu'on a signée. C'est vraiment pour nous un public intéressant, les jeunes, parce qu'on sait que les jeunes dans le milieu rural, c'est l'avenir de demain. Et on a au niveau Famille Rurale un conseil national jeunes avec des jeunes du milieu rural. C'est vraiment un lien très fort entre nos deux. On en parlera un petit peu plus tard, des jeunes. Voilà. Je pense qu'on a aussi beaucoup de choses à dire. Justement, tiens, de manière plus large, comment se portent les familles rurales? Alors déjà, quand on parle de milieu rural, on peut peut-être dire 2-3 chiffres. 88% des communes sont rurales et 33% des habitants sont ruraux. Ça veut dire que c'est quand même un poids. Le milieu rural est un poids. Alors, bien sûr, il ne faut pas opposer les urbains et les ruraux, ça, il ne faut pas. Mais nous avons une enquête, nous faisons tous les ans une enquête avec l'IFOP, et cette enquête a fait ressortir que 51% des ruraux
disent on paye des impôts comme les urbains, mais on a moins de retours parce qu'on n'a pas de gare, on n'a pas de transport en commun, on a moins de services publics. Donc il y a parfois un petit ressenti qui est dur pour les ruraux. 66% disent que dans le milieu rural, il y a une dégradation de la santé. On parle beaucoup de désert médical, mais voilà. Alors, ce qui est important aussi, on a parlé de mobilité tout à l'heure. En fait, en dépenses de mobilité, dans le milieu rural en moyenne, on dépense 40% de plus. Ça nous coûte 40% de plus pour se transporter parce que il faut 2 voitures dans un couple. Il faut aller toujours prendre sa voiture pour aller au service, voir les services publics, pour aller à la poste, il faut toujours prendre sa voiture. Donc ça coûte beaucoup plus cher dans le milieu rural. Et par rapport à l'alimentation, peut-être en reparler après, il y a quand même 10 millions de personnes qui disent ne pas manger à leur faim. Et 1 personne sur 3 qui dit que de temps en temps, elle saute un repas parce que c'est compliqué. Donc il y a une vraie difficulté quand même en pouvoir d'achat dans le milieu rural. Jean-François Frouteyro, vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, je partage cette analyse. Le constat que nous faisons est à peu près le même, de cette différence finalement entre le milieu rural et peut-être la vie un petit peu plus urbaine, potentiellement avec un pouvoir d'achat peut-être plus élevé. Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas arriver à une réelle fracture entre ces deux populations et d'accompagner justement la ruralité, voilà, à s'investir et à s'imprégner et à vivre mieux. Et toutes les actions que vous avez menées concourent à cette situation. Nous en menons bien sûr sur nos territoires avec les structures de territoire, les associations, les ACEPT notamment, qui œuvrent autour de l'accompagnement, de l'aspect nutritif, de l'accompagnement à la prise en compte et la prise en charge de la santé. C'est extrêmement important dans un contexte où on voit bien que la ruralité et au-delà, l'agriculture de manière générale aujourd'hui est fragilisée de par un certain nombre de crises structurelles et conjoncturelles qu'elle vit et auxquelles elle est confrontée. Et donc nous devons justement, au-delà de faire le constat de ces situations, mettre en œuvre les moyens qui permettent de sécuriser et d'accompagner ces populations. C'est extrêmement important. Vous menez de nombreuses actions chez Famille Rurale. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de sujets que vous investissez? Alors, on peut parler de 3 grands sujets. Là, on a 3 grands sujets qui actuellement nous prennent beaucoup de temps. D'abord, la prévention santé, puisque vous en avez parlé. 20 milliards sont dépensés chaque année pour les dépenses d'obésité et de maladies cardiovasculaires. Donc nous, on se dit, l'alimentation, c'est si on mange bien, on restera en bonne santé. Donc c'est important d'expliquer aux gens. Alors, on a une enquête tous les ans pour voir les fruits et les légumes, l'augmentation des fruits et des légumes, parce qu'on encourage vraiment les gens à manger des fruits et des légumes pour rester en bonne santé. Le sujet de l'alimentation, ça fait longtemps qu'on en parle parce qu'on se dit c'est vraiment, si on veut faire comprendre aux gens et aux enfants surtout, faire comprendre aux enfants qu'il faut bien manger des fruits et des légumes. Alors, ça peut être avec des jeux, on apprend aux enfants en disant il y a monsieur le poireau, madame la carotte qui dansent ensemble et après ils vont manger des poireaux et des carottes. Voilà, par le jeu, on peut faire des choses avec les enfants. Après, la fracture numérique, là vous en avez parlé et ça a une incidence par rapport au non-recours. En fait, dans le milieu rural, on voit bien qu'il y a des familles, surtout les aînés, ou les jeunes, qui n'ont pas, il y en a 40%, je crois, d'après la MSA, j'avais lu, 40% qui ne demandent pas leurs aides parce qu'ils ne savent pas comment faire. Donc nous, on a des points numériques, on a des aidants numériques dans les territoires ruraux pour leur apprendre à faire leur déclaration d'impôt, les aides, et voilà. Et enfin, la mobilité, donc on en parlait, c'est vrai que c'est un grand sujet. On ne comprend pas forcément pourquoi on ferme toutes ces gares. On ne comprend pas pourquoi on ne met pas plus de bus dans le milieu rural. Et la semaine dernière, on avait un colloque sur la ruralité pour expliquer une autre façon de se déplacer avec les TUS, les transports d'utilité solidaire. Donc, ce sont des bénévoles qui vont chercher des bénéficiaires, des personnes âgées par exemple, dans les villages,
et ils les amènent chez le médecin. Et ça, on voudrait vraiment un grand développement parce qu'on sent que dans le milieu rural, c'est une vraie demande. Et on avait Madame Gattel qui était là, qui approuvait cette façon, dans le milieu rural, faut qu'on trouve des systèmes parce qu'il y a trop de personnes isolées dans le milieu rural. Voilà un petit peu les beaux sujets que vous Oui. menez, et on sent de toute manière la solidarité et le lien qui tisse tous ces grands sujets. Jean-François Futteau, vous vous rejoignez sur beaucoup de sujets. Je crois qu'il y a la sécurité sociale alimentaire qui est aussi important chez la MSA. Peut-être un axe fort dont vous avez parlé, et puis après on viendra sur peut-être 2 éléments plus ponctuels. L'axe fort, c'est la prévention. Je pense que la prévention, à tous les niveaux, c'est quelque chose qui doit nous engager. C'est d'abord une volonté politique. La prévention, elle s'inscrit dans un temps long. Alors souvent, le législateur s'inscrit dans un temps beaucoup plus court peut-être, mais je pense que nous avons à porter demain, dans le cadre peut-être de PLFSS à venir, une prévention renforcée, parce que finalement l'investissement que l'on fait aujourd'hui, ce sont des économies pour demain. Et ça, on le voit sur le volet nutritif, on le voit sur la santé bien sûr. Aujourd'hui, on est quand même dans une société du soin, davantage que dans une société de la prévention. Donc ça, c'est un axe fort sur lequel je pense que nous devons être acteurs et moteurs tous ensemble. Je pense que nous avons des sujets. Vous l'avez dit, Stéphanie, peut-être deux sujets. D'abord, le sujet de la sécurité sociale alimentaire. Je pense que c'est un enjeu d'avenir. La MSA y a réfléchi depuis de nombreuses années. Nous avions commencé il y a quelques temps à réfléchir à la faisabilité. Je pense qu'il y a certainement là une piste d'accompagnement de nos populations fragilisées, peut-être en fracture. Et puis aussi, je dirais, de faire le lien avec la promotion des produits qui vont derrière, l'accompagnement des producteurs. Donc je pense que nous avons ce double objectif attaché à l'accompagnement des plus fragiles et la mise en avant et la mise en lumière de nos productions, de nos savoir-faire et surtout autour de nos produits de qualité. Je pense que bien manger, ça passe par là. C'est surtout aussi avoir la capacité, avoir accès à une alimentation saine, de qualité et durable. Et puis, peut-être un dernier exemple, nous avons parlé de soutenir les familles surtout et de l'accessibilité aux services. L'accessibilité aux services publics, là aussi, nous menons de nombreuses actions pour justement permettre à nos populations ancrées sur les territoires d'y rester, mais aussi d'avoir accès à un certain nombre de services publics. C'est l'engagement qui a été le nôtre autour des espaces France Service, justement pour permettre l'accès à l'information, à des outils notamment numériques, pour des populations qui sont en fracture numérique, ça prend tout son sens. Donc voilà, je pense qu'on est vraiment les uns et les autres dans cette démarche, dans cette recherche d'accompagnement d'outils et d'idées nouvelles, innovantes pour nos populations. Vous avez cité les jeunes, on va y revenir. Il y a aussi les femmes. Les femmes, en tout cas pour la MSA, c'est aussi un axe très important. Voilà, vous avez raison. Les femmes, d'ailleurs, aujourd'hui, sont une population extrêmement importante, qu'elles soient non salariées, qu'elles soient chefs d'exploitation, qu'elles soient salariées de l'agriculture. Et la MSA a porté l'ambition de réfléchir autour de l'accompagnement de ces femmes dans l'exercice de leur métier, dans l'exercice de leur vie quotidienne aussi, dans la complémentarité de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Et ça a donné matière à 15 propositions regroupées dans ce qu'on a appelé un livre blanc. 15 propositions autour de la condition féminine en agriculture, autour du statut, autour de la santé des femmes, qui est souvent un petit peu particulière, autour de l'accession au métier, autour de l'accès au mandat professionnel aussi, la concilier vie personnelle, vie professionnelle. Un aspect important aussi, je dirais, l'adaptation des outils, de la mécanisation aussi aux femmes en agriculture. Donc un sujet que l'on porte avec des femmes non salariées et salariées du Conseil central, sujet que nous avons présenté à Françoise Gattel il y a quelques mois et qui aujourd'hui va s'enrichir. Ces propositions vont se nourrir avec les partenaires pour justement être un outil à disposition des territoires et de nos femmes en agriculture. Guylaine Brouane, les enjeux pour les familles rurales, si vous deviez nous dresser les priorités, ce seraient lesquelles? La priorité, enfin c'est une des priorités, c'est de bien se faire connaître. Dans le milieu rural, dans les communes rurales, les associations connaissent bien leur municipalité, leur communauté de communes. Et au niveau de la tête de réseau, nous, Famille Rurale Nationale,
on est bien connu des ministères, mais on aimerait bien aussi avoir une reconnaissance de la vie associative à côté de la vie d'élu. C'est-à-dire qu'on a une vraie représentation de toute la population et parfois on ne prend pas assez fort l'engagement des familles, l'engagement des bénévoles avec les salariés. Et ça, on aimerait que ce soit encore plus reconnu au niveau national. Et c'était juste par rapport aux femmes, où là, quand on a fait nos 80 ans famille rurale l'année dernière, on a vu que grâce à la vie associative, les femmes, elles sont sorties de chez elles, elles ont pris des responsabilités, parce qu'avant, elles étaient à la maison et puis on s'occupait des enfants, c'est très bien, hein, c'est bon. Mais elles étaient un peu enfermées. Et grâce à la vie associative, elles ont réussi à sortir. Alors, je pense que c'est un parallèle par rapport à la MSA. Et on voit des femmes qui ont pris des responsabilités qu'ils n'auraient peut-être pas prises s'il n'y avait pas eu des associations. C'est un épanouissement, la MSA, pour les femmes agricultrices. Oui, je pense, j'en suis convaincu. Et je pense que ce lien avec l'associatif est extrêmement important. Mais vous avez raison, les femmes sont souvent sorties par le biais associatif, local, communal des fois, cantonal, départemental. Et ça leur permet d'accéder aussi à des responsabilités, à une mise en valeur, une mise en lumière et une expression des compétences aussi. Je pense que c'est ça qui est important, de mettre en valeur et d'aller chercher ces compétences dans les territoires pour les associer justement aux réflexions de demain. Donc voilà, la vie associative, le lien avec les élus. La MSA, c'est plus de 13 000 élus sur les territoires qui sont ancrés, qui sont identifiés, représentatifs. Et je pense que voilà, ça fait le lien avec nos deux structures qui, de mon point de vue, voilà, aujourd'hui mènent des chemins parallèles, mais souvent entrecroisés. Et demain, je pense que nous avons capacité à mutualiser encore nos moyens, nos outils, nos compétences, chacun dans son domaine, bien sûr, pour aller chercher la quintessence de ce qu'on fait de mieux en optimisant nos moyens. On parle de la jeunesse. Vous êtes aussi très attentive à cette jeunesse dans la ruralité. Oui, parce qu'on a envie que les jeunes n'aient pas à 17 ans, disent non, il faut qu'on parte en ville. Il faut qu'ils restent dans les territoires ruraux. Alors, effectivement, faire les études en ville, mais qu'ils aient le plaisir d'y revenir, le plaisir d'y travailler ensuite. Et puis le plaisir de participer aussi à la vie de la commune. Et c'est pour ça qu'on voit dans des conseils municipaux des jeunes qui s'impliquent, nous, dans les associations, la même chose. Ça les fait grandir. Et pour leur vie professionnelle, ils apprennent beaucoup après. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, notre Conseil national jeune, où on a une vingtaine de jeunes de toute la France. Ils viennent à Paris. Alors, quand ils commencent, c'est les premières fois où ils viennent à Paris. Et donc, ils découvrent la ville et ils se découvrent des territoires avec d'autres territoires. Et c'est la richesse de tous ces jeunes qui vont vraiment être l'avenir de demain, quoi. Enfin, tout est dit, mais peut-être un exemple supplémentaire autour de la prise en charge des jeunes. On poursuit le même objectif et nous avons déployé à la MSA depuis de nombreuses années un appel à projet jeunes qui est initié dans les territoires ruraux avec des jeunes de 13 à 20 ans, selon des catégories, qui développent des projets en territoire autour de beaucoup de sujets environnementaux, de société, d'actualité. Et finalement, on s'aperçoit on va remettre les prix samedi prochain sur le Salon de l'Agriculture, que nos jeunes sont inventifs, innovants, attachés à leur territoire. Il faut juste leur apporter ce petit coup de pouce. Je pense que nos structures sont là pour ça, pour justement les accompagner et avec l'objectif premier de les fixer sur les territoires ruraux, parce que ce sont eux qui demain les feront vivre. Un mot sur le plan stratégique 2030. Là aussi, ça fait partie des axes pour améliorer les conditions de vie dans les territoires ruraux. Oui, c'est important. Tous les 5 ans, l'institution renouvelle ses élus, bien sûr. Donc c'est en mai 2025. Et puis nous nous attachons à mettre en œuvre un certain nombre de lignes directrices qui seront un petit peu les fils conducteurs des 5 années qui viennent. Alors dans le prolongement, une feuille de route,
de manière générale pour nos élus et qui est aussi le fil conducteur de la future négociation de la convention d'objectifs et de gestion que l'on mène avec l'État pour justement aller chercher les moyens humains et financiers dont on aura besoin. Donc voilà, stratégie autour de l'ambition que l'on porte en partant du constat que l'on fait et de ce que l'on a réalisé les 5 prochaines années au bénéfice de nos populations, autour de l'attractivité des métiers, autour de l'amélioration et de l'ambition que l'on porte pour la protection sociale, parce que les fondamentaux d'un régime de protection comme le nôtre sont en permanence de réfléchir aux axes d'amélioration de cette protection sociale. Guylaine Brohan, le président l'a esquissé, renforcer les liens avec la MSA. Vous penseriez à quoi? Comment on pourrait encore rapprocher et entremêler encore plus ces deux parcours qui avancent dans la même direction? Bien, moi, je trouverais très intéressant de faire un plaidoyer commun pour défendre le milieu rural ensemble. Pourquoi pas une charte? C'est une idée. Mais c'est vrai qu'on a les mêmes valeurs, on l'a dit tout à l'heure, on a les mêmes populations. Et donc, ça serait vraiment bien de travailler ensemble pour faire reconnaître les deux mouvements qui sont une force pour les territoires ruraux. Hein. Heureusement qu'on est là. Je partage complètement voilà, cette proposition d'un plaidoyer ou d'un manifeste commun, d'enrichir nos idées pour voir comment on peut le matérialiser. Mais voilà, partant du principe que l'on partage cette idée, on partage cette ruralité, on partage cet équilibre qui est malgré tout, on l'a rappelé, fragile. Donc charge à nous de mettre en commun un petit peu nos idées dans un contexte, on le voit bien, de raréfaction financière. Donc charge à nous d'être un petit peu imaginatif, inventif pour justement travailler à l'avenir. On se quitte avec une note positive. Ah oui. Si vous le voulez bien, non pas que tout ce qui a été dit n'était pas positif, mais là c'est vraiment positif. Une enquête que vous menez sur les territoires ruraux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à l'heure j'ai dit une partie de l'enquête, le côté un petit peu difficile. Oui. Et là quand même j'aimerais terminer dans notre enquête, 80% des ruraux sont heureux de vivre en milieu rural. 74% disent que l'air est pur, moins pollué et apprécient de bien respirer dans la campagne. Et 74% apprécient le calme et le contact avec la nature et les animaux. Donc, en fait, les gens sont heureux de vivre dans le milieu rural. Ça vaut le coup de se battre, non? Voilà, c'est exceptionnel. Je pense qu'on a tous les mêmes références et c'est bien là effectivement qu'on doit justement accompagner cette dynamique pour qu'effectivement cela perdure. Qu'on fixe les populations, parce que c'est ça qui est important, qu'on offre tous les outils, toutes les clés nécessaires pour fixer nos populations dans les meilleures conditions possibles, parce que ce sont eux qui, demain, seront les garants de la dynamique locale et de l'avenir. Partout, dans nos associations, dans nos institutions, dans les conseils municipaux, c'est ça qui est important. Guylaine Brohan, un grand merci d'être venu nous voir sur le plateau de la MSA. Merci également à vous, Jean-François Fruttero. Demain, vous serez en conversation avec Aurore Berger, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations. Il sera bien évidemment question du livre blanc et des femmes en agriculture. À suivre l'émission Au cœur des territoires. Nous partons à la découverte de la Dordogne et du Lot-et-Garonne. À tout de suite.